arrive sur la dernière séquence de la journée. Prise de recul et perspective. Et on va notamment, pour ce faire le point sur un sujet qui était un peu en filigrane, traité tout du long en pointillé, celle des compétences. Et du coup, on va redonner la parole à Erwan Kézard de Contournement, qui va la partager, cette parole, avec sa collègue Louise Briand, qui est en visio. Salut Louise, tu nous entends? Super, tu nous entends et tu nous vois, c'est parfait. Donc je te regarde, voilà. Nous, on te voit aussi. On voit les slides que tu peux mettre en mode plein écran si tu le souhaites. Ouais. Louise, donc tes collègues d'Erwan, tu travailles aussi chez Comportement, non, chez Contournement, mais c'est un nouveau nom. Tiens, j'ai réfléchi à un nom de boîte. Bref, chez Contournement. Louise, on a vu depuis ce matin qu'il y a différents types de façons d'utiliser le no-code, avec des niveaux d'autonomie des usagers ou des éditeurs qui s'appuient sur du no-code qui sont différents. Est-ce que tu peux nous refaire un peu on va dire une cartographie des différents types d'usagers et puis on viendra sur ton cas particulier à toi parce qu'il est aussi intéressant, ton parcours illustre bien cela. Oui, complètement. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'avant de parler des compétences, des différents profils de nos codes, etc., de nos codeurs, pardon, je vais commencer par vous parler de moi, pour raconter un petit peu ma vie. Parce que finalement, mon parcours peut être intéressant parce que je suis passée globalement par les étapes qu'on retrouve chez plusieurs types de profils qui font du no-code aujourd'hui. Donc, je vais commencer par le début. Moi je suis Louise Briand, je suis freelance et formatrice pour Contournement, mais à la base je ne suis pas du tout quelqu'un de technique. À la base moi je viens du marketing et de la communication, donc absolument rien à voir. Et en fait j'ai commencé par faire une première reconversion dans la cuisine et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les outils no-code. Parce qu'en fait, dans le restaurant où je bossais, en fait, on s'était dit que ce serait bien de faire un petit site de click and collect au moment où il y avait la pandémie, parce qu'effectivement, c'est le moment où on a eu cette crise du Covid et c'était très compliqué pour les restaurateurs et pour le restaurant où je bossais. Donc, j'étais décidée à faire ça. Et donc, j'ai découvert les outils no-code et je me suis rendu compte que sans avoir aucune compétence technique, moi qui me considérais vraiment comme quelqu'un de super nul avec les outils informatiques, j'étais capable quand même d'arriver à un support, un site assez avancé. Et voilà, donc j'étais assez fière de moi, je vais dire, avec cette première expérience. Ça m'a quand même donné envie de continuer sur cette lancée. Donc j'ai continué à regarder un peu ce qui se passait. J'ai commencé à me former, à faire des formations en ligne, à regarder des choses un peu en autodidacte. Et puis en fait, sans le savoir, j'ai commencé ma deuxième reconversion. Donc en fait, au final, j'ai commencé le no-code pour répondre à mes propres besoins. Je me suis formée et puis ensuite, c'est lorsque j'ai décidé de me lancer dans cette deuxième reconversion. J'ai décidé de faire du no-code pour les autres. Donc je fais ça avec du freelance. D'abord bénévolement pour me faire la main, puis après je me suis fait payer quand même. Et puis après j'étais sur des petits projets, puis après les plus gros projets, jusqu'à un gros projet où là j'ai été accompagnée par vraiment un autre expert no-code qui était encore plus avancé que moi et qui du coup m'a permis de monter en compétence lorsqu'on a travaillé ensemble sur ce projet. Et puis là aujourd'hui, je suis donc une no-codeuse professionnelle en freelance et puis formatrice pour Contournement. Donc du coup, si... Ouais. Non, mais j'allais justement, je pense, dire ce que tu allais justement dire, c'est que tu voulais pas forcément faire tout toi-même, c'est-à-dire quand tu développais ton site, c'est-à-dire tu n'as pas codé ton site toi-même. Par contre, tu te dis, bah, je vais faire avec un outil no-code directement, donc je vais faire moi-même, mais avec un outil no-code. Et puis là, en fait, tu es en train de démontrer qu'on peut aussi faire, c'est-à-dire que tes clients, en fait, te confient la conception de leurs applications, de leur site sur base no-code. Donc faire soi-même full code, faire avec du no-code ou faire avec du no-code en mobilisant des no-codeurs professionnels ou no-codeuses professionnelles comme toi. C'est ça. Donc voilà, c'est exactement les trois étapes globalement qu'on peut retrouver.
Donc c'est ce que j'ai vécu. Donc là, l'idée aujourd'hui, lorsqu'on veut faire du no-code, il y a exactement 3 voies. Donc la première, c'est celle que j'ai employée au tout début de mon parcours, c'est l'idée de faire soi-même. Donc j'en suis la preuve vivante, c'est totalement possible de faire les choses soi-même, de monter son projet soi-même et de faire ça en no-code. Alors attention quand même, là moi c'était sur un petit projet lorsque je me suis lancée. C'était un petit site, voilà, c'était sans prétention au début. Donc évidemment, il faut toujours faire attention quand même lorsqu'on se lance à bien cadrer son projet en amont et puis surtout à penser, je pense qu'Aaron a dû vous le dire ce matin, à penser MVP, c'est-à-dire penser produit minimum viable, ne pas se lancer parce que c'est tentant d'aller sur des fonctionnalités qui peuvent être au final un petit peu gadgets et qui ne sont pas essentielles et qui vont être finalement nous faire perdre du temps, qui vont finalement être trop techniques, etc. Donc ça c'est la première chose lorsqu'on fait soi-même, de bien essayer de cadrer, de garder une méthodologie. Attention aussi lorsqu'on fait soi-même à bien penser à se former, parce que c'est tentant lorsqu'on découvre les outils de se dire bon bah, je vais découvrir sur le tas, je tourne des trucs et puis on verra après. Le problème lorsqu'on fait ça, c'est que, alors je ne dis pas qu'il faut se former, bon, après ça dépend aussi du projet et des outils, je ne dis pas qu'il faut forcément énormément selon les outils de formation, mais il faut quand même penser à regarder des vidéos, à regarder un peu ce qui se dit, parce qu'on peut vite tomber dans les pièges assez classiques de perdre du temps à faire les choses mais mal et à devoir tout défaire au final. Donc l'idée avec les outils no-code, c'est de gagner du temps, pas forcément d'en perdre. Et puis c'est aussi important de bien choisir le bon outil dès le début. Dans le début, parce que tous les outils ne sont pas accessibles de la même manière. Donc je pense que si j'avais commencé en faisant ça avec du Webflow, je pense que je n'aurais pas continué en fait. Je pense que j'aurais vite été découragée et que voilà, j'aurais peut-être pas continué. Donc c'est intéressant et c'est important de se renseigner, de bien savoir quel outil utiliser, pour quelle feature, pour quel, voilà, en fonction de ce qui est important pour son projet. Donc c'est important aussi, si on fait soi-même, de faire appel peut-être à un expert, prendre peut-être 1 heure de conseil ou 2 heures pour savoir quel est l'outil utilisé, pourquoi, quel est le niveau requis, etc. Et sinon, tout simplement, ça peut être aussi un message sur Slack. C'est vrai qu'on a une grosse communauté sur le Slack de No-Code France. Et donc, il y a toujours quelqu'un, à mon avis, pour conseiller lorsqu'on est un peu perdu. Donc tu précises un peu ce que je... Ouais, tu précises un peu ce que je disais. Moi, je pensais le faire soi-même, c'était carrément faire moi-même le code. Mais là, dans ta typologie, c'est faire soi-même en utilisant déjà une application no-code. Mais donc, on peut donc faire soi-même ou faire avec. Voilà, donc faire avec, l'idée c'est de faire avec en étant accompagné par un expert, et ça c'est vraiment une voie qui est intéressante parce que c'est une voie qui est forcément plus rassurante et ça permet aussi de partir sur des bonnes bases, c'est-à-dire qu'on met les bonnes choses en place dès le départ avec une méthodologie, en étant accompagné, etc. C'est ce qu'on a vu ce matin avec le modèle un peu de XAR qui met en relation un agriculteur avec un freelance. Ou peut-être on est peut-être à la frontière avec le coup d'après. En fait, il y a le cas où tu délègues complètement au freelance, donc là tu fais faire. Par contre, si tu es coaché pour faire avec l'expert, là tu as les mains dedans et c'est ce cas-là que décrit Louise. Donc oui, dans ce cas-là, du coup, l'idée c'est de garder complètement la main sur son projet, de faire avec, et donc ça permet aussi de monter en compétence en même temps. C'est-à-dire, et donc là c'est vraiment, on réalise son projet et en même temps on prend la main sur les outils aussi. Donc ça c'est intéressant, à condition évidemment de prendre le temps aussi de se former, encore une fois, un minimum au préalable. L'idée c'est pas de découvrir encore une fois sur le tas et que l'expert fasse ce travail de formation. Voilà, l'idée c'est quand même de faire ce petit travail-là en amont au préalable. Et la dernière voie, donc ça c'est le plus classique, c'est l'idée de faire faire. Donc là c'est pareil, c'est totalement possible dans le code. L'idée vraiment c'est de confier toute la réalisation de son projet à un expert, que ce soit une agence ou un freelance. Alors bon, évidemment ça implique de bien choisir son prestataire, c'est-à-dire de bien savoir de quelles compétences il va avoir besoin, de savoir quel est le savoir-faire qui va être nécessaire pour notre projet. Et ce qui est intéressant ce qui paraît important sur cette partie-là, c'est de garder une étape à la fin de formation sur la solution qui est proposée et de passation pour que quand même ce soit quelque chose qu'on puisse prendre en main à la fin. Et donc voilà, donc, ce qui est intéressant dans ces 3 voies, je trouve, au final, c'est que même si on parle d'outils no-code qui sont quand même
plus accessible, la formation quand même est toujours conseillée. Parce que qui dit no-code ne dit pas forcément facile surtout. Voilà, il faut toujours une étape de prise en main des outils. C'est ça, et juste pour rebondir là-dessus, c'est pas, enfin forcément on a le biais, le contournement, on croit vraiment au fait que des gens non techniques puissent prendre en main, et forcément on est en risque de formation, donc on se dit que c'est important, mais aussi il y a des exemples très simples, on voit tellement de gens qui se lancent sur Airtable et qui essaient de faire la même chose qu'avec Excel, mais ça ne fonctionne pas pareil, et du coup ils l'utilisent à 2%, et en quelques heures, bam, là ils comprennent vraiment à quoi ça sert, et il y a aussi le côté bonne pratique. On voit des gens qui font du no-code depuis des mois, mais qui l'utilisent de travers et qui vont parfois faire 5 fois la même chose alors qu'ils pourraient l'abstraire et puis faire des règles plus efficaces. Et aussi, je rebondis sur un truc qui peut paraître évident, ce que vient de dire Louise, mais en fait, on le dit tout le temps parce que c'est pas forcément évident. Bien choisir ses prestats. Vous allez voir, vous allez sur LinkedIn, tout le monde est devenu expert no-code en quelques mois derrière. Ah, c'est magique. Moi, c'est bon, hein, je tiens à dire que je pensais justement commencer à me lancer, quoi. Et quel est ton taux jour d'ailleurs en sortant? 600 € jour après quelques heures? Non mais c'est vrai, et ça justement après, il y a des plateformes comme Malte, qui commencent à avoir des plateformes, mais vraiment vérifier un minimum ce que les gens ont fait avant. Sur la communauté No Code France aussi, globalement, on sait à peu près qui sont les truands et qui sont les gens respectables. Et déjà, quelqu'un qui vous dit oui, tout est possible, et moi je sais tout faire, partez en courant. Voilà, juste un conseil. Louise, du coup, dans ce sujet de formation, donc tu l'as expliqué, hein, tu es formatrice via contournement. J'ai du mal, hein, contournement et pas comportement. Mais justement, tu observes différents comportements, on va dire, d'utilisateurs, enfin d'usagers finaux de tes apprenants in fine. Tout le monde n'a pas envie d'être des super experts no code et on peut juste avoir envie de juste savoir un peu bidouiller et se construire son propre outil. Quelle est la typologie, on va dire, d'usagers du no-code ou de no-codeurs que vous formez? Effectivement, tout le monde ne va pas avoir le même type de profil, ne va pas s'engager de la même manière dans le no-code. Alors, il y a un premier profil qu'on a pu constater, je sais pas, en gros, il y a 4 grands profils. Le premier, il est un petit peu à part. Il s'agit des développeurs. Donc là, c'est vraiment un profil un peu à part, parce que là, on va vraiment parler d'un no-codeur avec un niveau professionnel, on va dire. C'est-à-dire qu'il va avoir au minimum 1 à 3 mois minimum de formation selon les outils qu'il a utilisés. Globalement, ça va être quelqu'un qui va être plutôt freelance, même si on peut en trouver aussi qui soient rattachés à l'organisation, qui soient salariés, mais globalement, ils sont en général freelance. Et puis ça va être des personnes qui, du coup, là, vont vraiment s'occuper de toute la conception de la solution no-code. Il va aussi faire du conseil, il va vraiment y avoir une approche stratégique par rapport à la problématique rencontrée, à quel outil utiliser, etc. C'est aussi quelqu'un qui va avoir en gestion toute la sécurité des solutions qu'il va proposer. Donc ça, c'est vraiment un profil très professionnel, mais attention, c'est pas la majorité des gens qu'on va rencontrer, qu'on va former. Il ne faut pas imaginer que tous les utilisateurs no-code doivent avoir ce niveau-là. Globalement, les profils que nous, en tant que formateurs, on va rencontrer, dans les entreprises, ça va plutôt être on va avoir 3 autres profils avec des niveaux d'appropriation et de compétences un peu différents. Le premier, ça va être le maker. Donc ça va concerner globalement un petit tiers en général des personnes qu'on rencontre. Donc le maker, là, ça va être vraiment le porteur de projet no-code en interne. Ça va vraiment être le référent du projet. Ça va être quelqu'un qui en général va se former de façon un peu intensive de 3 à 10 jours ça va être 3 à 10 jours de formation. Et c'est quelqu'un qui va vraiment créer les outils en interne pour tous les collaborateurs. Donc c'est pour ça qu'on dit maker, c'est parce que c'est vraiment celui qui fait. En général, c'est quelqu'un qui va être quand même accompagné par un expert. Même s'il est formé, on est quand même en général sur des solutions à créer un peu complexes, donc c'est bien qu'il soit accompagné. Et il faut qu'il ait quand même des bases sur de la cartographie des process, sur de la modélisation de bases de données, qui sache quand même faire des automatisations un petit peu complexes. Donc ça, c'est le premier tiers dans les entreprises en général. Et ça représente un petit tiers. Le deuxième tiers, et là, ça va être un tiers un peu plus important. Là, on va parler des power users. Donc ça va vraiment être des utilisateurs avancés.
Là, ils vont avoir un niveau intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir globalement entre 1 à 5 jours de formation un petit peu intensif. Là, ce qu'ils vont faire en général, c'est qu'ils doivent être capables, ils vont être capables de créer leurs propres outils pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer des automatisations pour automatiser des tâches qu'ils feraient de façon régulière. Voilà. Ça peut être aussi se faire son propre tableau de bord professionnel sur Notion, faire sa base de données, faire une petite application dédiée à ce qu'il gère au quotidien. Voilà, donc je récapitule, développeur, maker, power user. Et Et il en le reste un. dernier profil, le dernier profil, c'est le end user, donc c'est l'utilisateur final. Donc ça va être le dernier tiers. Là, en général, c'est des gens qui vont avoir besoin que d'une seule journée de formation. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont surtout appliquer les process qui ont été mis en place sur les différents outils, notamment par les makers. Là, en général, ouais, une journée, ça va être suffisant. Éventuellement, au cas par cas, ça va être des tutos sur des éléments spécifiques de ce qui aura été mis en place. Et au final, on pourrait dire que ces personnes-là, elles vont utiliser le no-code, ça va presque être comme de la bureautique 2.0 ou de la bureautique, bref, moderne, quoi, contemporaine. Voilà, donc voilà, les 4 profils globalement qu'on retrouve aujourd'hui. Et l'idée, c'est de former les gens en fonction, enfin, pour qu'ils atteignent ces profils-là. Et on laissera à chacun le soin de se repérer dans cette cartographie. Je pense qu'on a quelques makers, beaucoup de power users, et puis peut-être demain un end user avec moi. Développeur. On va attendre un peu. Du coup, on vient de voir les profils visés. Et avec toi, Erwan, la question qu'on peut peut-être se poser, c'est quels sont les prérequis et puis les compétences concrètement que je dois développer pour pouvoir, on va dire, cibler un de ces profils. C'est ça, parce qu'on entend souvent, oui, le no-code, tout le monde peut en faire, pas de prérequis. Pas de prérequis, ça n'existe pas. Déjà, c'est bête, mais il faut savoir lire et écrire. Faut savoir utiliser un ordinateur, de l'informatique de manière assez basique. Faut savoir saisir au clavier. Une maîtrise du web et d'Internet aussi. Savoir naviguer sur Internet, c'est une chose, mais aussi savoir se créer des comptes sur des services, sur des applis, avoir l'habitude d'utiliser des applis mobiles. Ça fait que tu comprends mieux ce que tu fais. Sinon, on prend tout depuis la base. Aussi, c'est bête, mais comprendre, par exemple, ce que c'est que poster un contenu, commenter, liker, comprendre les interactions sur tous ces services. Tu nous as mis un objet connecté dedans, ça, un tracker. Du coup, voilà, maîtriser quand même minimum ces plateformes. Et je dirais que pour la collaboration, c'est bête, mais pendant les formations, nous souvent, il y a, pour les formations plus professionnalisantes, dès qu'on voit que les gens galèrent avec des usages un peu du quotidien comme partage d'écran, des choses comme ça, on se dit, ouais, c'est des petits symptômes de tu vis pas au quotidien avec le web, donc il y a peut-être une mise à niveau. Et parfois, avant de se mettre au no-code, il peut y avoir besoin de se mettre à niveau sur ce genre de pratique. Et pour aller... que nous, on peut... Pardon, vas-y, je t'en prie. C'est d'ailleurs des choses qu'on fait, parfois de faire des petites mises à niveau quand on voit qu'il y a ces petites choses-là qui coincent, notamment le partage d'écran. Voilà. Typiquement, c'est ce qu'on fait dans le 93, là où on intervient. Voilà. On forme des jeunes pour qu'ils trouvent du travail. En effet, il y a un gap déjà avant le no-code chez certains. Et ensuite, donc ça, c'est pour maîtriser, enfin déjà se mettre au no-code. Mais si on veut passer au stade de maker ou de développeur ou de développeuse, là, c'est bête, mais il y a un moment où, pour les end-users et les power-users, voilà, même si tu n'as pas certaines compétences, tu peux arriver à faire des choses. Mais à partir du moment où, dans Airtable, tu vas faire des relations entre les données, tu vas commencer à concevoir, là, il faut quand même certaines prédispositions ou certaines compétences qu'on développe, notamment un minimum de logique. C'est bête, mais il y a des gens qui, même s'ils ou elles ne sont pas techniques, vont percuter direct certaines choses, vont modéliser directement dans leur tête, notamment du fait d'une capacité d'abstraction, parfois innée, parfois due à leur boulot, ça dépend. Capacité à comprendre un besoin, c'est bête, hein, mais voilà. Savoir écouter. Écouter et résoudre des problèmes, en fait. C'est ça. Souvent, les gens qui sont hyper motivés, ce qui est intéressant, c'est que dans les tiers dont on parlait, dans les formations, souvent les personnes qui vont vraiment devenir power user ou maker, c'est pas forcément les gens techniques, voire pas. C'est les gens qui ont vraiment envie de résoudre des problèmes, qui sont là, waouh, ça fait des années que j'essaie de tordre Excel dans tous les sens, j'y arrive pas, là je vais y arriver. Et ça, c'est souvent un drive, plus ces compétences-là.
Et la dernière, c'est bête, hein, mais tout le monde ne sait pas faire ça. Mais c'est la capacité à chercher, à tester, à échouer. Tiens, ça marche pas. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là et qui disent « Ah, ça m'énerve » ou alors « J'y arriverai pas ». Rechercher, retester, apprendre, etc. La base du développement, c'est-à-dire test and learn. Tu cherches, tu passes ton temps, même en no-code, à échouer, à tester des solutions et à apprendre. Les profils enfin, comment on se forme et comment on peut se former du coup concrètement pour acquérir ces compétences-là. Je vais y arriver. Alors, je ne sais plus qui tout à l'heure, oui, c'était sur l'appli Glide, mentionnait le fait qu'il s'était beaucoup formé avec les contenus fournis par Glide, par la documentation. Nous, on dit souvent que nos principaux concurrents, c'est les outils no-code eux-mêmes, parce que souvent, leurs vidéos de tuto, leurs contenus, leurs documentations sont très bien faites, très souvent en anglais. Mais franchement, tu peux largement te former avec. La Webflow University, j'en parle même pas, c'est l'une des meilleures formations en ligne au monde, c'est incroyable. Donc j'appelle ça l'autodidaxie, c'est-à-dire que là, tu te bases sur ce que l'outil te propose. L'auto-formation, il y a des formations en ligne, par exemple celles qu'on fait, mais on n'est pas les seuls. Là, c'est des formations où tu te formes tout seul face à ton écran. Nous, on dit souvent depuis ton canapé, c'est pour ça que j'ai mis un canapé. Là, il faut s'accrocher, parce que tout le monde n'est pas fait pour réussir à suivre 3, 10, 35 heures. Il y a une forme d'exigence qu'il faut s'imposer à soi-même. Voilà, il faut une rigueur. C'est-à-dire que c'est pas on te donne rendez-vous tel jour, telle heure, tu es 7 heures dans une salle. Mais franchement, sur nos formations, il y a beaucoup de gens qui arrivent au bout et qui arrivent à faire des choses incroyables avec. C'est-à-dire que voilà, le no-code, je pense que c'est plus facile à apprendre en auto-formation que du code où là, vaut mieux être à plusieurs, entouré. J'ai longtemps formé au code à l'époque. Et voilà, faut s'accrocher, quoi. Il y a ce que je qualifierais de formation qualifiante en synchrone. Ça veut dire quoi en synchrone? Ça veut dire en face à face, que ce soit dans la même pièce ou par écran interposé, par visio. Tel jour, telle heure, tu as rendez-vous avec des formateurs. Donc là, on parlait de formation qui dure parfois de 4 heures à 3 jours, découverte ou commencer à bien maîtriser. Ça, forcément, ça aide. Franchement, les gens, déjà en une journée, en 2 jours, ils passent le fameux cap dont je parlais tout à l'heure, où tu ne comprends pas comment utiliser l'outil. Tu commences à faire des choses intéressantes. Et ça peut être dans le cadre d'autres formations. Par exemple, il y avait Rocket School, qui est spécialisé sur le marketing en ligne et tout. On avait travaillé sur une formation de 10 jours spécialisée pour leurs élèves pour qu'ils ressortent avec cette compétence. Il y a de plus en plus d'écoles qui vont vers ça. Donc, juxtaposer le no-code à une autre formation sur une autre compétence. Et les formations professionnalisantes, en synchrone aussi, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, des formations qui là durent plusieurs mois pour devenir un pro ou une professionnelle du no-code. Aujourd'hui, il y a des formations qui poussent comme des champignons dans tous les sens. Je vous laisserai le soin de regarder un peu ce qu'il y a sur le marché, de regarder aussi les retours, les notations, parce que c'est un phénomène où il y a beaucoup d'opportunisme aussi, le no-code. Donc voilà, faites un peu votre enquête, mais c'est un marché en cours de structuration. Mais si vous voulez vous former, eh ben voilà, il y a une offre qui se développe sur tel outil avec telle spécialisation et tout ça. Il n'y a pas encore de diplôme de no-codeur, c'est ce qu'on voit avec le petit commentaire, pas encore de certification. Bien vu. Est-ce que demain, on sera du coup tous no-codeurs ou est-ce que voilà, on se rend compte qu'il y a quand même quelques marches à franchir? Est-ce que ça va devenir un sujet on va dire, commun pour tout le monde? Bonne question. Est-ce que ça va rester un sujet un peu quand même de geek, un peu éclairé, en tout cas plus que moi? Premièrement, est-ce que ça s'appellera no-code encore dans quelques années? Je ne sais pas. Je pense que la création d'applis avec des outils puissants, déjà, ça devrait plutôt s'appeler de la programmation visuelle. Cette nouvelle façon de programmer, de donner des ordres aux machines, de créer des choses, je pense que ce sera un langage de programmation de plus, à part que c'est visuel. Par contre, il y a le côté bureautique contemporaine. Airtable remplace de plus en plus Excel dans beaucoup de boîtes. Notion remplace Google Docs. Donc là, à ce titre-là, c'est même plus vraiment du no-code. Je pense qu'à ce titre-là, tous nos codeurs, ce sera des outils du quotidien. On sera tous usagers d'outils no-code, peut-être même sans le savoir. Exactement. Et par contre, à différents niveaux, je pense que être au moins power user, c'est vraiment le genre de truc qui fera une différence sur le CV. Nous, on commence à voir des gens, des demandeurs d'emploi qui mettent sur leur CV le fait qu'ils savent faire des bases de données relationnelles. Il y a des boîtes qui se disent « Waouh, cette chargée de RH ou ce chargé de marketing, ça va faire des choses intéressantes, notamment dans des boîtes qui payent bien, ou des startups, tout ça. » Et du coup, sur la certif, j'ai un dernier truc, c'est qu'il se passe pas mal de choses actuellement. Je pense qu'en 2024, avec le SFPN, No Code France, on avance là-dessus. On espère qu'il y aura de premières petites certifs
sur le no-code pour certifier ou la compétence ou le métier, mais en tout cas, on est tous en alliance là-dessus pour essayer de faire bouger les choses. Pour conclure. Quelques petites phrases de conclusion. Déjà, vous l'aurez compris, le no-code, c'est ni magique ni facile. Faut un minimum s'y former, faut un minimum s'attendre à galérer. Il faut faire gaffe parce qu'on entend beaucoup de discours très sensationnalistes, c'est limite télépathique le no-code si tu les écoutes. Je l'ai, en plus, c'est beaucoup de monde parce que sur LinkedIn, vous allez voir, il y a à boire et à manger, mais il y a aussi des gens plutôt réalistes. Mais voilà, ne vous attendez pas à ce que ça se fasse en un clin d'œil parce qu'il y a des gens, parfois, ils font « Oh non, j'y arrive pas » et qui sont déçus parce que la promesse était trop forte. Il faut un temps de prise en main et il y a des bonnes pratiques à acquérir. Je le répète, je vois des gens qui utilisent Airtable depuis 6 mois et déjà, c'est plus pratique parce qu'ils peuvent mettre des pièces jointes et tout. Mais comme ils font pas les bases de données relationnelles, ils font pas les bonnes relations et tout, ils s'en servent qu'à 3% et c'est dommage. Souvent, la loi des 80-20, en 20%, vous maîtrisez 80% des choses utiles. C'est vrai, en tout cas avec les outils qui étaient à gauche sur le mapping. Ils peuvent aussi, donc, à la fois, ça peut vraiment conférer des super pouvoirs. Je ne suis pas en train de dire que c'est nul, hein, les outils no-code. C'est vraiment littéralement des super pouvoirs qu'on voit des gens acquérir en quelques jours. Je pense qu'on l'a démontré tout au long. Voilà, je pense que vous avez vu des belles démos aujourd'hui. Louis, si tu veux bien tout dérouler. Si tu veux bien dérouler. Oui. Et aussi, il y a une notion que je trouve intéressante, c'est le leapfrogging. Le leapfrogging, c'est le saut de grenouille. C'est le fait que, par exemple, en Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de pays ou de populations où ils ne sont pas passés par l'ordi portable, ils sont passés de pas d'équipement numérique à smartphone direct. Là, nous, clairement, on voit des entreprises traditionnelles qui ne sont pas passées par l'étape, on a un gros ERP, on a des Google Docs, qui arrivent direct sur les outils no-code et qui kiffent. Typiquement, une boîte de conseil traditionnelle qui était vraiment anti-numérique, il y a le directeur qui a poussé, et en une journée de formation, mais ceux qui étaient anti étaient là, ah, mais c'est trop bien ce numérique-là, c'est de l'artisanat. Et du coup, là, que ce soit en tant que power user, que user ou machin, ils l'ont vraiment adopté, ils ont résolu des problèmes très vite. Donc vraiment, ils ont fait un leapfrogging, ils étaient là, ah, le numérique, pas du tout. Et là, c'est une vraie structure qui utilise vraiment le no-code, quoi. On passe directement à la case no-code sans passer par la case départ ERP Ouais. classique. Logiciels plus traditionnels, on va dire, qui en effet peuvent parfois être un peu compliqués à prendre. C'est bon pour nous? Ou il reste encore un petit mot de la fin? Et juste, oui, c'était pour dire, alors il y a nos contenus gratuits, mais il y en a plein d'autres encore une fois, parce qu'il y a plusieurs noms comme No-Code France qu'on a mentionné. Si vous voulez mettre les mains dans le no-code, tapez no-code gratuit, vous trouverez plein de choses, mais en tout cas chez Contournement, il y a les formations, enfin les vidéos, les tutos, les démos qu'il y a en ligne, sur No-Code France aussi. Il y a le podcast où vous trouverez plein d'interviews, mais aujourd'hui il y a d'autres podcasts qui sont en train d'apparaître. No-Code for Good, si vous voulez regarder des projets qui ont été montés rapidement pour des assos, c'est assez inspirant. No-Code Jobs, c'est intéressant pour voir les postes qui commencent à y avoir en CDI sur du no-code. Et surtout, j'ai envie de dire, la communauté No-Code France, donc vous tapez No-Code France, vous trouverez le site, il y a plus de 9000 personnes qui s'entraident, qui se donnent des conseils, c'est sur un Slack, donc chat collectif. Vraiment, n'hésitez pas à y aller, il y a des lives, vous trouverez pelleté d'infos, d'experts, de débutants, de tout. Et surtout, si vous voulez mettre les mains dedans, j'en parlais vite fait ce matin, et parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment on fait, il y a une formation en ligne gratuite qu'on propose de 4 heures, où vous pouvez tester un peu Airtable, Notion, Zapier et Softer. En 4 heures, faites un premier petit projet. Et voilà, donc je dis souvent, pas d'excuses. Les outils ont des versions gratuites, il y a des contenus et des formations et des tutos gratuits. Donc normalement, demain, si vous mettez les mains dedans maintenant, vous aurez fait un premier truc. Par contre, faites gaffe à la nuit blanche. Moi, je suis convaincu. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Louise, de ta participation même à distance, de t'être rendue disponible en dépit des difficultés de déplacement. Merci à toi, Erwan, et on peut encore une fois les applaudir.